Eh bien, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre webinaire. Au nom de Swissco et de toute l'association, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va traiter de divers sujets d'actualité. Nous allons commencer tout de suite avec M. Thibaut Girardin, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Pour une brève introduction sur les crédits Covid, leurs contraintes légales et les conséquences fiscales. Nous enchaînerons par la suite avec des membres du Crédit Suisse qui nous feront diverses interventions sur la suppression des actions porteurs et des titres intermédiaires, les intérêts négatifs et les solutions d'utilisation de la liquidité non nécessaire à l'exploitation, le financement structuré, et puis on finira par une série de questions-réponses aussi à la fin qui sera ouverte. En attendant, je vous souhaite de pouvoir passer un bon moment, d'apprendre beaucoup de choses durant ce webinaire. Et j'oubliais aussi, vous avez en haut de votre écran la possibilité de télécharger la documentation de ce séminaire. Ce séminaire est également enregistré et il sera disponible dans le courant janvier pour les membres qui ont participé aujourd'hui. Merci à tous et bonne présentation, Monsieur Girardin. Merci beaucoup. Eh bien déjà, justement, merci beaucoup à l'opportunité qui m'est faite de pouvoir effectuer cette présentation. Juste avant de commencer, je vais peut-être me présenter en 2-3 lignes. Donc, je me présente, je suis Thibaut Girardin, je suis marié, j'ai 34 ans, habitant de la Grande Béroche. Je suis expert comptable diplômé, expert réviseur agréé et associé auprès de la fiduciaire Révixpert à Auvergne. Donc, on ne va pas aller plus longtemps sur moi, mais le plus important, c'est de faire cette présentation. Voilà. Alors, super, c'est parti. Donc, je vous propose directement de passer au sommaire, au menu du petit déjeuner. Alors, en entrée, je vous propose de parler en fait de l'ordonnance sur l'octroi de crédit et de cautionnement solidaire à la suite du coronavirus. On ne va pas cliquer sur les liens durant cette présentation. Par contre, vous avez pu télécharger les documents PDF et tous les liens qui étaient mis, vous avez pu les télécharger directement aussi. Donc, c'était aussi un petit peu le but de la présentation, de vous donner accès au texte de loi directement auquel on fait référence dans cette présentation. Donc, par rapport à cette ordonnance, en fait, les prochaines diapos et nos réflexions, ils se basent primairement sur le droit en vigueur actuellement, soit sur cette fameuse ordonnance sur les cautionnements solidaires, mais sans chercher l'exhaustivité, mais à titre indicatif, on fera quelques points avec l'avant-projet de la loi fédérale sur les crédits garantis. Vous verrez, c'est les éléments qui sont en vert dans la présentation. C'est juste à titre indicatif, ce n'est pas encore en vigueur, c'est un texte qui est un avant-projet pour l'instant. Dans un deuxième temps, on aura une petite interlude sur la lutte contre les abus, avec quelques statistiques essentiellement, et le but était aussi là de vous donner accès à différents liens pour finalement aller voir un petit peu le plan de la Confédération sur la lutte contre les abus, ainsi que justement avoir accès à ce genre de statistiques. Ensuite, dans un troisième temps, nous avons la partie, justement, tout ce qui est attrait à la comptabilisation et la présentation de ces fameux crédits dans les comptes annuels, avec un petit point hors crédit par rapport à la réserve de contribution de l'employeur. Vous verrez ça plus tard. On passera, pour finir, avec la fiscalité, assez rapidement. Et puis, on aura la conclusion avec finalement les sources. Donc, je vous propose directement de commencer avec le point 1. Alors, c'est parti. Donc, par rapport à cette ordonnance, cette présentation, elle prend justement un petit peu l'ordonnance dans l'ordre, en reprenant, si on veut, les différents articles à la suite. Pas forcément tout dans la suite, mais un petit peu dans le meilleur ordre pour la présentation. Donc déjà, le but de l'ordonnance et le but des crédits Covid,
c'est donc de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidité du requérant. Donc finalement, le but, c'est de fournir aux entreprises un accès rapide et non bureaucratique au crédit bancaire et donc aux liquidités afin qu'elles puissent supporter leurs frais fixes au cours des prochains mois, malgré certaines pertes de revenus. Donc c'est surtout pour empêcher que des entreprises et travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidité lié au coronavirus, bien sûr. D'accord. Donc, ça, vous verrez aussi durant cette revue de l'ordonnance que c'est pas toujours pareil pour les prêts octroyés de moins de 500 000 francs et pour les parties des prêts qui sont supérieurs à 500 000 mais jusqu'à 20 millions de francs suisses. Donc, pour la partie jusqu'à 500 000 francs, les conditions pour pouvoir bénéficier d'un crédit Covid et un cautionnement solidaire, eh bien, il faut déjà être une entreprise individuelle, une société de personnes ou une personne morale dont le siège est en Suisse. Cette société doit être fondée avant le 1er mars 2020. Elle doit avoir une situation financière qui est saine, c'est-à-dire pas de procédure de faillite, elle ne doit pas être en procédure concordataire, elle ne doit pas être en liquidation pour justement obtenir ce crédit. Une autre condition, c'est qu'elle doit être substantiellement affectée en termes de chiffre d'affaires essentiellement en raison du Covid-19. Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui est un petit peu plus subjectif parce que finalement, on parle aussi, et surtout quand les ordonnances sont sorties, eh bien aussi du futur. Donc, on est sur dans certains cas, des chiffres qui sont prospectifs. Alors, c'est un point qui est un petit peu plus subjectif, mais l'ordonnance fait quand même référence à cet élément. Vous n'avez pas le droit d'être bénéficiaire d'autres garanties de liquidité et de droits d'urgence, essentiellement dans le domaine du sport et de la culture. Donc, il y a d'autres crédits d'urgence qui sont possibles, mais il est interdit de les cumuler. Et le chiffre d'affaires 2019 doit être inférieur à 500 millions de francs selon l'article 6 alinéa 2 lettre A de la présente ordonnance. Pour tous les crédits, pour la partie du crédit qui est supérieure à 500 000 francs, au niveau des conditions, eh bien le cautionnement ne peut être que de 85% au maximum. C'est-à-dire que les 15% restants sont finalement garantis par le requérant si la banque, bien sûr, le demande. Mais l'entreprise de cautionnement, l'organisme de cautionnement ne garantit pas ces 15 derniers pourcents. Voilà. Concernant la durée, eh bien, dans l'ordonnance, on parle de 5 ans au maximum. Il y a dans l'article 5 une mention de prolongation de 2 ans possible. Alors, cette prolongation peut être faite qu'une seule fois et avec l'accord de l'organisation de cautionnement. Dans l'avant-projet, nous parlons déjà d'une prolongation de 5 ans possible. D'accord. Ensuite, un point très important, ce que vous n'avez pas le droit de faire durant la durée du cautionnement et du crédit Covid. Donc, comme vous le savez certainement, il est interdit de verser des dividendes, des tantièmes ou de rembourser des apports en capital. Donc, par là, on entend tout dividende, même si la distribution était décidée avant l'octroi du crédit Covid. D'accord ? Les dividendes par compensation sont également interdits. Les seuls éléments finalement qui sont autorisés sont les réductions déclaratives dans le cadre de mesures d'assainissement, donc réduire le capital action par une écriture dans les pertes reportées afin d'assainir les fonds propres. Les dividendes en nature sont également interdits. Bien entendu, mais bon, c'est déjà interdit même avant d'avoir un crédit Covid. Tout ce qui est distribution dissimulée de bénéfices, vous le savez, c'était déjà interdit, c'est toujours interdit.
En fait, la logique là derrière, elle est tout simplement de dire que toute distribution de dividendes, toute distribution à charge des fonds propres, en diminution des fonds propres, est interdite, parce que ça viendrait complètement à l'encontre, finalement, du but de l'ordonnance de garantir les liquidités. Donc, c'est pour ça que c'est logique que ce soit interdit. Ensuite, les prêts ou les refinancements de prêts à l'actionnaire sont également interdits. Donc, pour un peu plus de détails à ce niveau-là, donc ce qui est vraiment interdit sont les amortissements extraordinaires d'un crédit existant. Par contre, des amortissements ordinaires d'un crédit bancaire préexistant, ça c'est autorisé. Le remboursement d'un crédit bancaire préexistant en cas de résiliation extraordinaire du crédit par la banque, même s'il n'était pas prévu, c'est aussi autorisé. Et puis, le refinancement de découvert bancaire intervenu depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui a octroyé le prêt Covid-19 est également autorisé. Selon Expert Suisse, il y a une interprétation qui est faite d'Expert Suisse et qui dit tout simplement qu'un remboursement d'un prêt à un actionnaire accordé avant la date de l'octroi est aussi interdit. Ensuite, nous avons aussi une interdiction de remboursement de prêts intragroupe. Donc là, finalement, il est intéressant de voir ce que ça veut dire. Donc, en effet, les remboursements interdits sont interdits des prêts intragroupes, mais par contre, l'octroi de prêts actifs et le remboursement de prêts à d'autres sociétés suisses du groupe, en particulier aux sociétés mères, sont autorisés, à condition qu'ils servent exclusivement à permettre à cette autre société suisse du groupe de satisfaire à ses obligations existantes en matière de paiement d'intérêts à partir du 1er janvier 2021. D'accord ? C'est que dans ces conditions-là que vous avez le droit d'octroyer un prêt ou un remboursement à d'autres sociétés du groupe en Suisse. OK. Sinon, le paiement fondé sur un engagement contractuel préexistant visant à maintenir l'exploitation opérationnelle est toujours autorisé, même à l'international. D'accord ? Vous verrez que les transferts à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse est prohibé. Cependant, dans le but de maintenir une exploitation opérationnelle et il faut avoir la deuxième condition que le fait que ce remboursement soit ordinaire, préexistant et prévu, là, vous aurez le droit de faire finalement ce transfert. Il y a un point qui manque dans les interdictions. En fait, ce n'est pas l'alinéa 3, c'est l'alinéa 2 de l'article 6. C'est également tous les nouveaux investissements qui ne constituent pas des investissements de remplacement. Je suis navré. Ça devrait être le premier point de cette liste d'interdictions. Il manque là, je vous laisse le rajouter à la main si vous pouvez, directement sur la présentation. Donc en fait, par là, on entend tout investissement qui permettrait une expansion de l'activité commerciale. Donc tout financement supplémentaire d'investissement qui permettent à l'entreprise de s'agrandir ou de gagner des parts de marché, n'est pas autorisé. Par contre, tous les investissements de remplacement de matériel, de machines d'immobilisation existantes sont autorisés. Voilà. Ensuite, à l'article 7, on parle du montant du crédit. Donc, ce montant du crédit, comme vous le savez sûrement, peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires 2019. Bien sûr, si en 2019, les comptes ne sont pas disponibles, la base, c'est les chiffres 2018. Pour les startups, c'est-à-dire les entreprises fondées à partir du 1er janvier 2020, qui forcément n'ont pas de compte 2019. On a vu que on avait quand même une petite latence juste en mars
pour pouvoir demander ces crédits. Donc, les entreprises fondées à partir du 1er janvier 2020 y ont droit, mais par contre, elles n'ont pas de compte 2019. Les sociétés qui également, potentiellement, font un exercice long de 2019 au 31 décembre 2020 n'auront pas non plus de chiffre 2019. Pour ces entités, eh bien, le calcul se fait de 3 fois la masse salariale nette. D'accord? C'est ça qui est pris en compte. Par contre, c'est minimum 100 000 francs et maximum 500 000 francs. D'accord? Les intérêts, donc déjà, il faut savoir qu'ils sont adaptés annuellement tous les 31 mars. Donc ça aussi, dans l'avant-projet, il y a potentiellement un texte qui prévoit de les bloquer sur une durée, je crois, de 8 ans. Mais voilà, c'est pas encore en vigueur. Pour l'instant, c'est quand même ça. Les crédits de moins de 500 000 francs sont à un taux de 0. Pour toute la partie qui dépasse les 500 000, mais jusqu'à 20 millions, on est à un taux de 0,5. Donc, dans l'adaptation annuelle qui est prévue au 31 mars, ces minimums devront être respectés. Ça peut être adapté uniquement à la hausse. D'accord? Donc, voilà. Un petit slide au niveau déjà des procédures d'octroi. Donc, pour ceux qui l'ont pratiqué, vous avez remarqué que c'est extrêmement simple, en tout cas pour la partie de moins de 500 000 francs. Donc, c'est simplement une demande de crédit. Donc, c'est une autodéclaration qui devait être effectuée avant le 31 juillet 2020. Et puis, si c'était fait, le processus était simplifié. Les banques font uniquement des contrôles d'exhaustivité et d'exactitude, donc des contrôles de concordance. Ça peut être effectué, par exemple, ils ont des accès aussi par rapport à la TVA ou ce genre de choses. Et puis, c'est simplement des contrôles de concordance par rapport au formulaire qui est établi, qui sont effectués. Le cautionnement est considéré comme approuvé dès l'envoi de la convention. D'accord? Donc, ça prend à peu près un jour. Pour ce qui est la partie supérieure à 500 000 francs, le processus est quasiment le même, mais à peine plus ordinaire, on va dire. Donc, c'est les contrôles de crédit en usage, donc les contrôles un peu plus approfondis de la part de l'établissement bancaire. Et le montant est versé dès signature du contrat par l'organisation de cautionnement. Voilà. En termes de responsabilité, eh bien, il faut savoir qu'il y a une responsabilité personnelle et solidaire des organes à l'égard des autres créanciers de la société. D'accord? Et puis, en cas d'obtention frauduleuse de crédit, on verra justement un petit peu des statistiques sur les cas d'abus après, eh bien, on peut avoir une responsabilité pénale allant jusqu'à 100 000 francs selon l'article 23 de la présente ordonnance. D'accord? Dans l'avant-projet de loi fédérale, nous parlons aussi que l'organe de révision aura un devoir d'annonce, c'est-à-dire que en cas de si la société, si on veut, contrevient aux interdictions et aux conditions de la présente ordonnance, eh bien, l'organe de révision devra annoncer ces éléments à l'organisme de cautionnement. Donc, ce n'est pas encore en vigueur, mais c'est dans l'avant-projet de loi. L'article 24 est aussi très intéressant car il permet en fait d'utiliser les crédits Covid dans le cadre du calcul de la perte de capital et du surendettement. Donc là, je vous ai mis tout l'article finalement de l'article 24 de l'ordonnance. Donc, pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l'article 725 alinéa 1 du Code des obligations et pour le calcul d'un surendettement au sens de l'article 725 alinéa 2 du Code des obligations, les crédits cautionnés au sens de l'article 3, donc du but, ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers jusqu'au 31 mars 2022. Donc ça veut dire tout simplement que dans votre calcul, que ce soit au niveau de la perte en capital
ou que ce soit au niveau du surendettement, eh bien, vous pouvez simplement additionner les emprunts Covid et puis potentiellement sortir du 725.1, ne pas devoir faire tout ce qui est les mesures d'assainissement. Ça peut aussi éviter, bien sûr, la procédure d'avis au juge de mise en faillite dans le cadre de l'article 725, alinéa 2 du Code des obligations. D'accord? Donc, ceci est prévu dans l'ordonnance jusqu'au 31 mars 2022. Et puis, dans l'avant-projet, ce sera étendu à toute la durée du crédit, donc du cautionnement. Voilà. Donc, concernant le petit interlude sur la lutte contre les abus, on a terminé avec cette ordonnance. Eh bien, il y a quelques chiffres, je pense, qui sont intéressants à voir. Premièrement, on voit déjà que on pourrait avoir potentiellement 10 millions de montants délictueux sur les demandes multiples. Donc, on a vu qu'on n'avait pas le droit de cumuler les demandes. Donc, il y a aujourd'hui 141 cas en cours de clarification, 84 abus non confirmés et 152 corrections de cas, si on veut, de demandes multiples. Un chiffre qui est aussi impressionnant, c'est le chiffre d'affaires déclaré, donc qui a été déclaré faussement. Et puis là, on a aussi beaucoup de cas d'abus. On voit plus de 3000 cas d'abus à ce niveau-là. Et puis un chiffre qui est aussi, je pense, à souligner, c'est l'utilisation de dividendes ou pour le refinancement. Donc tout ce qui est dans les interdictions de l'article 6 alinéa 3. Et là, on voit typiquement qu'il y a beaucoup de cas, plus de 700 cas en cours de clarification, des abus non confirmés pour 100 et des corrections de 419. Là, c'est vrai que finalement, c'est sur la base de soupçons. Et puis après, c'est pour ça qu'on a des éléments en cours de clarification. C'est vrai que si les actionnaires potentiellement avaient décidé un octroi de dividendes avant de prendre un crédit, et potentiellement, ça c'est venu à se savoir, et bien derrière, ils font partie de cette liste des éléments en cours de clarification. D'accord ? Donc, c'est pour ça que il faut d'abord rembourser le crédit, bien sûr, avant de pouvoir penser à se verser un dividende. Mais typiquement, si on a une décision de dividende, c'est pas forcément la date de décision qui fait foi, c'est vraiment le versement. Donc, si finalement la décision dans l'Assemblée générale des actionnaires est décidée après le remboursement prévu, eh bien, on n'a pas de souci normalement à ce niveau-là. Donc, vous avez, on ne va pas cliquer sur les liens durant cette présentation, mais par contre, vous avez les éléments téléchargeables, vous avez donc tout le plan de contrôle qui est mis en place pour traiter ces cas d'abus, le tableau statistique des cas qui est mis à jour, parce que là, c'est vrai qu'il date d'une semaine, celui-ci, et puis également la liste des contrôles. Alors, la liste des contrôles, elle est en anglais. Et puis, voilà, je pense que tout le monde comprend en anglais aussi. Troisième point à l'ordre du jour, les contraintes en temps de comptabilisation et de présentation dans les comptes annuels. Donc, ici, on voit, finalement, c'est vrai que ces crédits Covid sont à présenter. Alors, j'ai mis séparément, vous pouvez le mettre en parenthèse, ça c'est mon avis personnel. Il n'est pas obligatoire de le présenter séparément. Par contre, je pense que pour l'information au lecteur des comptes annuels, et je pense qu'il est important de donner cette information qu'on a un crédit Covid. De toute façon, on le verra aussi après par rapport à l'annexe. Je pense qu'il est important de présenter séparément dans les dettes portant intérêt. Donc, comme nous dit de le faire l'article 959A, alinéa 2 du Code des obligations. Bien sûr, à court terme, si le remboursement est prévu dans les 12 mois suivant la clôture des comptes, et à long terme, si le remboursement est prévu à plus d'une année. D'accord ? La partie potentielle qui serait, si on a une partie remboursable,
eh bien, cette partie-là sera prévue dans le court terme et la partie à long terme dans le long terme. On fera un petit, sur le slide suivant, vous verrez des exemples de textes finalement à mettre en annexe. Donc, pour tous les comptes clôturés au 31/12/2019, j'espère que tous les comptes clôturés au 31/12/2019 sont déjà soumis à l'Assemblée générale et votés, parce que sinon, on a d'autres soucis tels que le respect de l'article 699 des délais des 6 mois. Mais pour ces comptes-là, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de publier en annexe des événements significatifs postérieurs à la date du bilan. Donc, selon la liste des éléments à publier en annexe de l'article 959C alinéa 2 du Code des obligations. Donc, les événements significatifs, c'est le chiffre 13 de cette fameuse liste. Ça parce que, en effet, on peut partir du principe qu'il y a un élément 2020 qui est intervenu et qui est significatif, donc l'octroi d'un pré-Covid. Et eh bien, il est important, je pense, de le mentionner dans les comptes, même au 31/12/2019. Pourquoi? Car il annihile tout espoir de distribution envers les actionnaires sur la base des comptes 2019, parce qu'on a déjà obtenu un crédit Covid en 2020. D'accord ? Dans les comptes au 31 décembre 2020, eh bien, dans l'annexe, il faudra, je pense, aussi publier un élément sur l'existence d'un crédit Covid, car en effet, il annihile tout espoir de distribution vers les actionnaires avant que le crédit ne soit totalement remboursé. D'accord ? Donc, selon Expert Suisse, eh bien, il faut mentionner le montant, le taux d'intérêt, la durée envisagée du recours, les restrictions en matière d'investissement, les interdictions de distribution, les restrictions concernant l'octroi et le remboursement de financement à des sociétés de groupe et aux propriétaires, d'autres éventuels points pertinents issus de conventions de crédit et les éventuelles conséquences sur les situations de perte en capital et de surendettement selon l'article 725. Alors, je vous propose de regarder vite ces exemples. Je ne vais pas vous les lire en détail, ça prendra un peu trop de temps, mais on voit finalement que c'est ce que j'ai dit. Donc, dans l'exemple des comptes au 31/12/2019, eh bien, on parle essentiellement d'impact financier et de restrictions qui ne peuvent pas être mesurées de manière suffisamment fiable, et on donne un point sur l'incertitude quant à la durée et à la gravité de la pandémie. D'accord ? Et puis là, on dit justement qu'à titre de mesure, le conseil d'administration a défini, déjà implémenté certaines mesures afin de faire face aux besoins de liquidité, donc finalement le crédit Covid, et puis qui suit de près l'évolution de la situation afin de prendre des décisions adaptées. D'accord ? L'exemple de texte de formulation en annexe, finalement, sur les comptes au 31/12/2020, qui pouvait aussi être adapté si on avait déjà un crédit en crédit en 2020 lors de l'établissement des comptes en 2019. Et le suivant, donc afin de garantir les liquidités, la société a contracté un crédit Covid cautionné pour un total de XXXX, etc. Avec justement tous les éléments qui sont préconisés de mettre par Expert Suisse, avec les différentes informations. Et puis, justement, dans la deuxième partie, on donne une information quant aux interdictions et aux différentes conséquences du fait d'avoir obtenu un crédit et un cautionnement de la Confédération sur ce crédit. Voilà à ce niveau. Comme je vous l'ai dit, un petit point rapide, ça n'a rien à voir avec les crédits Covid, mais je pense que c'est important de le mentionner. Donc, dans l'ordonnance 831/471, que vous avez aussi pu télécharger, il fait mention que vous avez le droit, que l'employeur peut payer la part des cotisations du salarié à la prévoyance professionnelle en puisant dans les réserves ordinaires de cotisation d'employeur. Donc, la réserve de cotisation d'employeur peut être utilisée pour payer les cotisations des salariés. D'accord ? Pour ce faire, une communication doit être faite par écrit à l'institution de prévoyance
quant à l'utilisation des réserves de cotisation d'employeurs pour le paiement des cotisations des salariés. On n'a pas besoin de modifier le règlement de prévoyance et le contrat d'affiliation. D'accord. Par contre, eh bien, c'est vrai qu'il y aura dissolution de réserve latente à ce niveau-là. Donc, comme le manuel suisse l'audit vous le préconise, normalement, une dissolution de réserve latente peut se faire par deux biais, via le poste de compte de résultat correspondant, donc dans ce cas-là, forcément, les charges de personnel, ou via le résultat extraordinaire, résultat exceptionnel. D'accord. Dans tous les cas, eh bien, il faudra présenter la dissolution nette de réserve latente dans l'annexe au compte selon l'article 959C alinéa 1, chiffre 3 du Code des obligations. Bien sûr, si vous avez une dissolution nette, donc si on a, ce serait surprenant qu'il y ait des constitutions de réserve latente dans des situations, dans de telles situations, mais toujours est-il que c'est la dissolution nette, donc totale, cumul entre constitution et dissolution, qui doit être présenté dans l'annexe, avant impôt latent, bien sûr. D'accord. Concernant les charges et les produits en lien avec le Covid-19, avec la Covid-19, pardon, petite faute là, eh bien, ils peuvent être considérés comme éléments exceptionnels quand les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement. D'accord. Donc, eh bien, ça, c'est déjà la loi aujourd'hui. Eh bien, ça doit être des événements inhabituels, généralement uniques, qui ne sont pas directement liés à la marche des affaires. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la Covid eh bien, est un événement unique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive. Donc, c'est inhabituel et unique. D'accord ? Les charges potentielles qui peuvent être comptabilisées donc, en pied de compte de résultat dans les éléments exceptionnels sont des charges qui sont directement liées à des mesures décrétées et recommandées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19. D'accord ? Donc, j'ai des listes d'éléments, mais c'est relativement simple. C'est toutes les charges qui sont obligatoires. Si on prend, par exemple, installation d'éléments de plexiglas, perte de... voilà, toutes les charges qui peuvent être directement liées aux obligations recommandées par le gouvernement. D'accord ? Par contre, le RHT, la réduction de l'horaire de travail, doit être imputée, selon le manuel suisse d'audit, aux charges de personnel. Donc ça ne change pas. Et puis, là, il n'y a pas d'obligation légale spécifique de présentation en annexe. Par contre, eh bien, tous les éléments à caractère significatif qui peuvent donner une bonne information au lecteur des comptes doivent aussi être mentionnés en annexe. Donc, si on considère que la part du RHT sur les salaires est conséquente, eh bien, en effet, il devrait y avoir à ce niveau-là une mention dans l'annexe au compte. Voilà pour la comptabilisation et la présentation des comptes. Je suis passé assez rapidement. En ce qui est de la fiscalité pour le dernier point, eh bien, tout simplement, c'est assez simple. Il n'y a aucune conséquence fiscale directe pour le contribuable, hormis, bien sûr, que les charges liées au Covid sont déductibles fiscalement. Les produits liés au Covid, s'il y en a, sont imposables. Alors, il peut y avoir une influence possible dans les cas de sous-capitalisation, avec l'obtention de crédit. Ça vient simplement influencer le calcul. Par contre, il y a des mesures qui ont été prises par la Confédération et les cantons, notamment en termes de délai et d'intérêt. Donc, la Confédération a suspendu tous les intérêts moratoires entre le 1er mars et le 31/12/2020, donc ça c'est déjà bien. Et puis, c'est la seule mesure qui a été prise au niveau fédéral. Par contre, les cantons, eh bien, c'est différent en fonction de certains cantons, c'est toujours pareil. Donc, par contre, l'adaptation des délais a été faite par tous les cantons pour les personnes physiques et les personnes morales. Il y a des délais de paiement supplémentaires avec des possibilités de demande de report ou de paiement partiel qui sont prévus.
Dans certains cantons, il a été suspendu les intérêts moratoires pour une certaine période. Les périodes changent en fonction des différents cantons. En termes de procédure, tout ce qui est rappel, sommation et poursuite ont également été suspendus pour certains cantons. Et puis, ce qui peut être aussi intéressant, d'ailleurs c'est le cas à Neuchâtel, on a la possibilité de constituer une provision Covid, provision pour correction de valeur à caractère général et arbitraire, qui peut être utilisée comme un instrument de garantie pour la prospérité durable de l'entreprise. D'accord ? Donc, au sens des provisions selon les articles 960 et 960A et E du Code des obligations. À Neuchâtel, les autorités fiscales nous demandent d'utiliser cette provision, donc de la dissoudre en 2021. Je vous ai également mis, donc c'est une liste qui nous provient de Mazars, avec la liste complète de toutes les mesures prises par les différents cantons. Vous avez aussi pu normalement la télécharger. Donc voilà, j'avais prévu potentiellement de vous parler des éléments que vous pouvez considérer comme étant des charges et des produits extraordinaires ou exceptionnels, mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'était attribué. Donc je vous propose tout simplement déjà de vous montrer les sources. Donc comme je vous l'ai dit, les sources sont essentiellement le droit en vigueur aujourd'hui, qui est donc cette fameuse ordonnance sur l'octroi des crédits et cautionnement solidaire, le petit point qu'on a vu par rapport aux réserves de cotisation de l'employeur. Vous avez le lien sur la lutte contre les abus et les plans de contrôle. Pas mal d'éléments ont été pris aussi sur le site de la Confédération Covid-19-Visigov.suisse. Le fameux tableau des mesures de Mazars. Je me suis aussi inspiré d'une présentation de M. Chapuis dans les ateliers de la comptabilité 7, conséquences sur les comptes annuels de la Covid-19. Et bien sûr, les manuels suisses d'audit, tenue de la comptabilité, présentation des comptes et le code des obligations suisses. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Il restait encore un slide, je crois. Mais enfin voilà, pour la conclusion, je vous propose tout simplement de me poser des questions. On a encore à peu près 10 minutes à disposition. Si vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez me les poser. Sinon, je vous ai également mis mon adresse dans la conclusion finalement de cette présentation. Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, je vais prendre la première. Si une entreprise a un crédit Covid et procède à un investissement via un autre financement, est-ce que cela reste autorisé ? Donc, si c'est un investissement de remplacement, oui. Si c'est un investissement qui vous permet d'étendre l'activité de l'entreprise, non, ce n'est pas prévu par l'ordonnance à ce niveau-là. Hein, c'est pas parce que vous utilisez de l'autre argent pour faire cet investissement. Non, si vous avez un crédit Covid, ça veut dire que vous n'aviez pas assez d'argent finalement pour satisfaire les besoins en liquidité courante. Donc, vous n'aviez pas assez d'argent pour faire des investissements pour s'expandre commercialement. Donc non, il n'est pas prévu de faire ce genre d'investissement. Alors, voilà, ça c'est la réponse que je donne. Maintenant, potentiellement, peut-être que d'autres auront d'autres interprétations par rapport à ça, mais je pense que non. En effet, ce n'est pas autorisé. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce que c'est la masse salariale nette mensuelle ou annuelle ? Non, on parle de masse salariale nette annuelle, bien sûr. Donc, tout simplement, à ce niveau-là, donc c'est 3 fois la masse salariale annuelle. Alors, c'est 3 fois, 12 fois la masse salariale nette mensuelle, finalement, puisqu'on n'aura pas la masse complète de l'année. Eh bien, c'est la masse mensuelle x 12 et x 3 qui rentrera dans le calcul.
Est-ce que les intérêts sur emprunt actionnaire peuvent être versés? Alors ça, c'est une bonne question. Si finalement j'avais un point là-dessus, c'est vrai que c'est pas expressément mentionné dans l'ordonnance. Moi, je pars du principe que si ces intérêts sont contractuels et prévus avant l'octroi du crédit Covid et qu'ils sont nécessaires, surtout si l'actionnaire est d'une société intragroupe, et qui sont nécessaires pour garantir l'exploitation de la société mère, eh bien forcément oui. À l'actionnaire direct, si c'est contractuel et que c'est préexistant, à première vue, j'aurais tendance à dire que c'est autorisé. Je mets un petit bémol là-dessus, je ne suis pas sûr non plus de la réponse, je ne le ferai pas, surtout si ce n'est pas contractuel. Voilà. Si une entreprise verse un dividende sans utiliser le crédit Covid-19, est-ce possible? Je ne comprends pas bien la question. Donc, si vous n'avez pas de crédit Covid, bien sûr, si en respectant les différents articles du Code des obligations, hein, donc vous devez avoir du bénéfice distribuable pour avoir le droit de distribuer du bénéfice. Mais si vous avez un crédit Covid, non, c'est tout dividende. Par dividende, il faut vraiment entendre au sens large distribution de bénéfices, hein, finalement. Toute distribution de bénéfices à charge des capitaux propres est strictement interdite pendant la durée du crédit et pendant la durée du cautionnement. Donc, si je comprends bien la question, on a un crédit Covid et on veut verser un dividende, non, c'est interdit. Par contre, vous pouvez rembourser le crédit et ensuite payer un dividende, ça, tout à fait, quoi. Voilà, prochaine question. Et si intérêts versés sont issus de capital propre dissimulé? Bonne question. Alors, si les intérêts versés sont issus de capital propre dissimulé, pour pouvoir finalement sortir de la fiscalité du capital propre dissimulé, c'est vrai qu'on peut considérer cet aspect-là. Je répondrai de la même façon que je l'ai faite sur la première question des intérêts à l'actionnaire. Donc, si c'est contractuellement prévu sur des contrats préexistants, je partirai du principe que oui. Si ce n'est pas le cas, non. Mais je ne suis pas sûr de cette réponse, hein, une fois de plus. Voilà, peut-être encore une ou deux questions. Il nous reste 2 minutes. S'il y en a encore. C'est pas une question. A priori, c'est prévu. C'est possible si c'est prévu avant le pré-Covid pour les emprunts actionnaires avant le Covid. Donc, je crois comprendre qu'on me donne une clé pour répondre à la question précédente. En effet, hein, c'est ce qu'on disait pour les éléments préexistants avec contrat préexistant. Tout à fait. Donc, merci à Mario de m'aider. Ensuite, on a une dernière question. Si une restructuration permettant de réduire le risque opérationnel de l'entreprise, il y a création d'une filiale, est-ce autorisé avec un crédit Covid? Si une restructuration permettant de réduire le risque opérationnel de l'entreprise, il y a création d'une filiale, est-ce autorisé avec un crédit Covid? Je pense que oui. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de texte interdisant la création de filiales
surtout si ça permet justement de réduire le risque opérationnel. Je ne verrai pas de frein particulier. C'est une question que je ne me suis pas spécialement posée, mais c'est vrai que finalement, aucun texte de loi ne fait référence à ces éléments-là. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout du temps. Je ne sais pas si vous voulez mettre encore une dernière ou... Encore une dernière question ? Ou sinon c'est terminé. Alors voilà la dernière. Si deux entreprises qui ont obtenu un pré-Covid fusionnent, les deux pré-Covid demeurent ou l'un doit être remboursé. Je ne connais pas la réponse à cette question. On aurait dû faire la dernière question avant. Je pense qu'on peut fusionner, parce que ça veut dire normalement que le chiffre d'affaires des deux sociétés pourrait être pris en compte. À mon avis, il faudra potentiellement refaire de toute façon les contrats. Il faudrait voir avec la banque, mais j'imagine à ce niveau-là que, étant donné que le chiffre d'affaires sera fusionné, le crédit pourra également être supérieur que s'il était individuel dans les deux sociétés. Donc, on n'aura plus qu'un seul emprunt Covid cautionné qui pourrait être de 10% du nouveau chiffre d'affaires, en effet. Donc voilà, en tout cas, je crois qu'on est arrivé au bout de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et également, je remercie nous à Swissco pour cette opportunité. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.